interactif, lancez dès maintenant votre application Sisplay. Du nord au sud, d'est en ouest, dans chaque région de France, vos boulangeries vont vivre au rythme d'un concours incroyable. Le concours pour trouver la meilleure boulangerie de France. Bonjour. Bonjour mesdames. Vous allez bien? Merci. Vous avez inscrit votre boulangerie préférée. Faut dire que tout est bon ici, hein. On craque, on craque. Pour moi, c'est juste la meilleure boulangerie qui existe au monde, pas juste de France. 108 ont été sélectionnés parmi les milliers de candidatures reçues. Bienvenue dans notre boulangerie. On est tous ensemble? Bon, chacun notre tour. Tiens, patate, bah oui, tous ensemble, enfin. Un périple de 9 semaines attend nos deux jurés, Bruno Cormeret et Gontran Cherrier. Bonjour. Bonjour. Leur objectif? Trouver le meilleur artisan de chaque région. J'adore, ça sent très très bon. Son pavé 6 graines là, ça t'éclate en bouche, Ça va tomber par terre. Devanture, décoration, agencement des étals, accueil, produits, savoir-faire, philosophie, travail d'équipe, tout sera passé au crible. Mais pas seulement, notre jury les mettra aussi au défi. on va vous demander de nous réaliser, pour 12 personnes, la cookback. D'accord. C'est beau. C'est vrai que ça a l'air appétissant. Tu peux le refaire, ça va pas. Allez, hop. Le concours est en marche. Qui succédera à notre gagnant 2013, Christophe Rouget, et inscrira son nom au palmarès de la meilleure boulangerie de France? C'est bien là, bordel, non? Pas mal là. On va pas partir. Bon, restez là. Cette semaine, ce sont les boulangeries de l'Île-de-France qui concourent. Chaque jour, 3 boulangeries vont s'affronter à travers 3 épreuves. Au terme de chaque journée, une seule boulangerie se qualifiera pour la finale régionale de vendredi. Au programme de ce mercredi, Paris. Première épreuve du concours, la visite du jury. Lors de cette visite, Bruno Cormeret et Gontran Cherrier vont prendre en compte différents critères. La devanture de l'établissement, la qualité de l'accueil, Vous le voulez trancher? ou la décoration. Pour affiner sa première impression, notre jury goûtera aussi un produit au hasard, celui qui interpelle sa curiosité. Quels sentiments laisseront nos 3 boulangeries du jour à l'issue de cette première rencontre? Pour le savoir, direction le 14e arrondissement de Paris avec notre premier établissement en compétition. Pour les justes. On pouvait pas faire beaucoup mieux là. Bravo. Sur la rive gauche de la Seine, le 14e arrondissement de Paris. Incontournable, le quartier Alésia et sa place d'Enfer Rochereau, où trône le légendaire Lion de Belfort, mais aussi le plus haut building de Paris. Avec ses 210 mètres, la tour Montparnasse fut le premier gratte-ciel construit en Europe en 1973. À 2 rues de ce monument gigantesque, une boulangerie petite par la taille mais grande par le talent attire tous les gourmands du quartier. Un pain complet, s'il vous plaît. Ce que j'aime, c'est la diversité des pains, les desserts aussi, et l'accueil. La qualité du produit est très importante pour moi. Je suis aussi petit-fils de boulanger, donc il y a le côté qualité que je ne peux pas négliger. Bon, alors on est venu chercher les mini pour Jeanne. Voilà, pour Jeanne, et puis une demi-baguette pour les enfants. Super. Je viens dans cette boulangerie depuis 2002. Vraiment, ce n'est que de la qualité. En plus, on trouve une convivialité qui est très sympathique. Et vraiment, on est très content. C'est du bonheur. Dis donc, c'est sympa cette façade bleue, ça se détache comme vraiment ça, ouais. des autres façades de commerce. Je regarde là. Ça doit être la grand-mère, ça non? Bah on va demander. Ah, Hein. on va aller voir, mais je pense que c'est ça. Deuxième prix au concours de la meilleure baguette de Paris. Oh là, bon là, allez, on va aller voir ça. Tu sais ce qu'on va faire? Bonjour. On va se mettre au calme. Ouais. On va se mettre et au chaud Bonjour. et au calme. Gontran, chanté, bonjour. Pierre. Gontran. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Salut Pierre. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Bon. Vous êtes installé ici depuis quand? Depuis 2001, janvier 2001, donc ça fait 13 ans dernièrement. Quand on rentre là, à droite, il y a une photo qui est là-haut, là, une mamie. Alors la photo, voilà, c'est une mamie, c'est mamie Augustine en fait, et donc c'est mon arrière-grand-mère. D'accord. Vous êtes très attaché À toutes tes valeurs Voilà, qui sont d'accord. transmises de génération en génération. Nicolas, je vais vous
Issu d'une longue lignée de boulangers, Pierre ne s'est jamais posé de questions quant à son choix de carrière. En revanche, quand ses parents lui offrent son premier établissement à 20 ans, il est en proie au doute. Se retrouver patron à 20 ans, c'est quelque chose de très très compliqué. Parce qu'on n'a pas la maturité nécessaire à gérer une entreprise et à gérer du personnel. Donc c'est forcément en faisant des erreurs que j'ai appris. Pour le soutenir dans sa boulangerie, Pierre peut rapidement compter sur Mélanie, son épouse. Je me suis retrouvée en boulangerie complètement par hasard. Je finissais mes études, je cherchais un emploi de juriste et je suis venue aider Pierre quelques semaines et je suis jamais repartie. Mélanie devient le moteur de l'établissement. À peine arrivée dans l'entreprise, elle motive Pierre à passer le concours de la meilleure baguette de Paris. Notre boulanger finit 2e. Une belle performance, mais insuffisante au goût de madame. Il me dit, écoute, tu vas recommencer parce que 2003 c'était bien, mais 2004 ça pourrait être mieux. Donc, bon, ayant été 2e en 2003, je voyais pas bien comment on pouvait se dessiner 2004 et puis finalement on a gagné ce concours. D'un seul coup, en fait, vous devenez en gros le boulanger le plus prisé de la capitale. Bon, c'est très éphémère, hein, mais c'est vrai que c'est extraordinaire parce que pendant un an, vous avez un petit peu l'impression d'être Miss France, quoi. Le Miss France de la boulangerie, on va dire. Donc, Mélanie et Pierre ont bien l'intention de profiter de leur distinction. Fort de cette notoriété soudaine, plus rien ne les arrête. Donc les choses se sont un petit peu accélérées puisqu'en 2005, on a ouvert notre 2e affaire. Et puis bon, de fil en aiguille, les choses se sont encore plus vite accélérées. Et puis aujourd'hui, 2014, eh ben, on a 8 boulangeries à notre actif, voilà, avec 80 salariés qui nous épaulent au quotidien. Vous avez plusieurs boutiques a priori? Oui, tout à fait, ouais. Vous avez combien de boutiques? 8 au total. 8 au total, ouais, donc ça commence à faire du monde. Hein. Voilà. C'est facile de se couper en 8, non? Non, pas facile. C'est compliqué. Hein. Ouais, on délègue. Qu'est-ce que c'est ça, ce petit pain là? Ah, ça, c'est une spécialité qu'on fait depuis notre ouverture, c'est du pain de seigle feuilleté. Pain de seigle feuilleté. Mais ça me dit bien, moi, de goûter, j'aime bien. Ouais, on a envie de le rompre un peu comme ça, là. Ouais. Hein? Je peux vous en piquer un? Allez-y, allez-y, servez-vous. Merci. Pour réaliser son pain, Pierre étale une pâte de seigle qui a reposé 1 heure. Le seigle sans gluten étant impossible à feuilleter, Pierre rajoute une farine de blé de tradition dans sa pâte. Donc là, en fait, je suis en train d'incorporer le beurre à l'intérieur du pâton de pâte de seigle, en fait. Notre boulanger abaisse sa pâte et commence le tourage. Alors après les 3 passages au laminoir pour passer les 3 tours successivement, donc on récupère nos pâtons et on va les allonger afin de les préparer pour les mettre dans les moules. La pâte est roulée, puis découpée en morceaux. Petit truc pour que le feuilletage se développe, Pierre dépose ses pâtons dans des moules à la verticale. Il les place en chambre de pousse. Ils ont poussé là pendant 1h30, donc maintenant il est temps de les mettre au four. Dernière étape, 30 minutes de cuisson à 180 degrés. Ça sent bon. Waouh. Hop. Merci. Un joli bruit aussi. Hein. De faire du feuilleté avec du seigle, c'est pas simple. Hein. C'est très compliqué. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une garniture dedans, tu vois. Il y a un parfum, ça sent... Je retrouve aussi un peu de parfum de sarrasin. Ou... J'adore. C'est tellement rustique, enfin, c'est exactement ce que j'aime, je trouve, en termes de goût. On a des notes très puissantes en termes de fermentation aussi. On a un vrai goût de ferment qui est puissant. Puis le beurre est très fixé. Bah bravo, c'est vraiment très bon. Ouais, sympa. Moi j'aime bien le goût du seigle qu'on retrouve là dans ce feuilleté, parce que c'est un parfum très rustique. On a un goût qui est très particulier, beurré, grillé. Et... Ça fait un peu comme une apparence physique du sablé breton, tu vois. Je sens que c'est riche en beurre, à la cuisson, ça frit un peu, quoi. Quand tu rentres dans la boulangerie, il n'y a pas trop de surprise puisque tu vois tout l'extérieur. Une boulangerie, je dirais presque une brocante, moi. Ouais. Hein, on a vraiment cette ambiance bois, des vieux objets. Bon, il y a une bonne ambiance, je trouve. Hein, tu vois, c'est assez, je trouve que c'est assez convivial, c'est sympa, on s'y sent bien. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose à rajouter, quoi. Avec leur drôle de pain aux allures de sablé breton, Mélanie et Pierre inaugurent cette journée parisienne de la meilleure manière qui soit. Les prochains concurrents vont-ils suivre la cadence ?
Pour le savoir, direction le nord-est de la capitale, dans le 19e arrondissement. Bienvenue dans notre boulangerie. Notre leitmotiv est... Amour, tradition, qualité. C'est bien fait. Et on peut voir ce qui est dans la boîte, non? La diffusion. Pour la diffusion seulement. Fais voir un petit bout. Minet, pendant un mois et demi. Ah oui, d'accord, donc après on peut voir. À 2 pas de la place Stalingrad, le bassin de la Villette, plus grand plan d'eau artificiel de la ville de Paris. Fleuron du 19e arrondissement, ces eaux tranquilles coulent en aval du parc des Buttes-Chaumont, haut lieu du romantisme au 19e siècle. 25 hectares de verdure, un vrai poumon d'air pur pour la capitale. À la sortie du parc, les Parisiens continuent leur balade bucolique dans cette ravissante boulangerie classée, au savoir-faire connu et reconnu. Bonjour messieurs, dames. Dans cette boulangerie, en fait, on est tenté partout. Donc, on prend toujours un petit peu de pâtisserie, un petit peu de pain, un peu de viennoiserie. Il y a le four à bois, qui est une curiosité. Il faut venir absolument. Pour moi, c'est la meilleure boulangerie de Paris. C'est ça, voilà. Bonjour mesdames. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mesdames? Vous étiez venus pour les pains qu'on avait vus d'extérieur? Oui, je vous en prie. C'est une boulangerie qui est exceptionnelle sur Paris. Je viens de loin personnellement pour venir, c'est que c'est vraiment du bon pain. Il y a toujours des nouveautés. On a le droit à des nouveaux pains avec différentes variétés, donc c'est assez sympa. On reste pas sur des choses assez stagnées. Merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir mesdames, bonne journée. Donc là, on a une vitrine qui est... Allez-y, madame. Alors, une façade très ancienne. Ouais, on a une façade très ancienne et d'ailleurs, tu devines à l'intérieur également cette céramique. Ouais, tout au plafond, tout ça là. Je pense que cette boulangerie doit être classée, ça va pas être évident à gérer quand même. 1910 à peu près. Moi, je suis pas très bon en architecture pour le coup. Regarde, c'est ça qu'on sent, le four. On va le découvrir. On va voir. Bonjour. 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 Bonjour, Bruno, enchanté. Bonjour, Bruno. Enchanté. Ça sent le bois qui a brûlé un peu dans le four, non, c'est ça? Non, c'est pas le bois qui a brûlé dans le four, Bruno. C'est un four à bois. C'est un four à bois. La subtilité est là. Alors, ça fait longtemps que vous êtes installé ici? Ça fait 9 ans. 9 ans, Oui. d'accord. Ça a l'air d'être très ancien. C'est protégé peut-être? Alors, c'est une boutique classée sur la liste des monuments historiques qui date de 1920. La faïence est classée, les meubles et le plafond est peint à la main. Tout est classé, quoi. Donc depuis 1920, c'est une boulangerie? C'est ça. D'accord. Exactement. Je voulais vraiment une boutique qui va avec mon caractère. Donc, pourquoi vous avez un caractère un peu particulier? c'est pas particulier. J'ai le Toutes mien. les femmes J'ai mon ont leur caractère. caractère. Véronique, une femme de tête à la détermination sans faille. Après son bac, elle passe un CAP pâtisserie, mais ça ne lui suffit pas. Très vite, elle souhaite découvrir le monde de la boulangerie. La pâtisserie, c'était vraiment le côté artistique. Et la boulangerie, une fois que je m'y suis mise, je pouvais vraiment ressentir des choses avec le toucher de la pâte qui me plaisait énormément. Donc, ayant les 2 diplômes, j'ai eu la possibilité de m'acheter ma première boulangerie à 21 ans. 10 ans plus tard, Véronique ressent le besoin de changer. Elle cherche alors un lieu plus inspirant. Cette boulangerie de 1920, authentique et raffinée, lui tend les bras. Ce lieu somptueux lui ouvre de nouveaux horizons, mais lui impose aussi certaines contraintes. Il y a un four à bois qui a 110 ans. Et la cuisson au four à bois n'est plus à l'ordre du jour. Donc je suis appris, lorsque j'ai racheté cette boutique, à enfourner et à cuire de cette manière. Et c'était un nouveau challenge. Un challenge relevé haut la main. Son pain au feu de bois s'inscrit dans une tendance, celle du retour aux bonnes choses d'autrefois, le succès immédiat. Lorsqu'on ne se trompe pas dans la vie et qu'on a fait le bon choix, on a souvent des succès auxquels on n'était même pas préparé. 1 an après avoir acheté ma boulangerie, j'ai été élue meilleure boulanger de Paris, qui m'a emmenée à être connue dans le monde entier. Mais la plus grande victoire de Véronique, c'est de pouvoir défendre ses valeurs, une certaine vision de la boulangerie, à la fois éthique et saine. La vision de la boulangerie que j'ai actuellement est effectivement plutôt le côté santé, donc avec des pains sans gluten, et puis le côté bio, respect des aliments de base, sans trop de transformation entre la récolte et la distribution. Votre message, qu'est-ce que c'est votre message? Qu'est-ce que vous aimez travailler avec amour, ça j'y tiens, passion, c'est important pour moi. Et d'essayer, par le biais de mes produits, de faire passer mes émotions. Alors, moi j'aime bien parce qu'il y a une vraie démarche
complète autour du repas, parce qu'on voit effectivement plein de types de pain. On a champignons pleurotes, on a blé de seigle, abricot, noisette, raisin. On a châtaigne, miel et noisettes, on a amandes et noisettes et pistaches. Et on a aussi une gamme de sans gluten pour les gens allergiques. 100% sans gluten. Alors moi je connaissais plus ça en raisin, mais là citron. Citron, gingembre. Alors j'adore le citron, j'adore le gingembre. Alors là Véronique, vous me parlez. Bienvenue. Au champ que tu veux goûter comme ça. Ah bah attends. Ouais, carrément. Alors on y va. Skander, on va faire les escargots citron gingembre. Ici, j'ai une pâte à croissant qui a été pétrie hier soir au levain naturel, qui a fermenté toute la nuit pour le côté gustatif. Pour réaliser cette création aux saveurs exotiques, Véronique et Skander, son apprenti boulanger, détaillent des pâtons de 3 kg. Ils incorporent du beurre de tourage pour réaliser une pâte feuilletée. On le laisse reposer 1 heure. Et on va le repasser au laminoir pour le détailler à la taille qu'il nous faut. Véronique détaille sa pâte. Skander étale une crème composée de jus de citron frais, farine de riz, œufs, sucre et beurre. Je prends mon gingembre frais. D'accord. Et je râpe partout, Skander. Vraiment de bout en bout. La pâte est roulée, puis tranchée. Ça, c'est parfait. La plaque, on la met à pousser. 1 heure de repos plus tard, cuisson 10 minutes à 200 degrés. Et voilà, ils sont cuits. Hop là. Citron gingembre, merci. C'est généreux en garniture, hein, parce que là, on voit bien tout. Alors, c'est une crème pâtissière qui est parfumée ou pas du tout, c'est une crème citron spéciale. Avec le gingembre râpé frais. Ouais. C'est des belles ventes? Oui, les gens commencent à le découvrir et apprécier que c'est pas l'escargot classique. Comme on aime jouer sur les différences de goût, et ben ça en fait partie. Ouais, parce que là, on a le citron gingembre, on a l'escargot raisin classique. Et le figue pistache. Et on a le figue pistache. Une jolie texture ici, hein. Belle ouverture. J'adore la puissance aromatique du gingembre frais. Et on voit bien la garniture. Ça fait très frais. Hein. C'est vraiment très bon. On va tout manger. Hein. Bah oui. Maintenant, on va manger celui-là. Bah écoute, moi je trouve que c'est très atypique, hein, ce petit comptoir sur lequel on trouve toutes sortes de viennoiseries. Une petite gamme, mais des choses plutôt bien faites. Hein. On déguste, j'ai envie de goûter, moi, le gingembre frais comme ça avec du citron. C'est la forme est pas forcément originale, mais l'association gingembre le citron, je trouve que moi ça se balance pas mal. Je suis assez séduit. On est sur du citron qui a quand même la gouache et le gingembre frais râpé roulé comme ça, on le ressent bien en fin de bouche. C'est vraiment un magasin, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Ouais, c'est vrai. C'est très précieux, ça semble très fragile, mais à la fois, tu es aussi un petit peu rassuré quelque part. Je trouve que la particularité de Véronique, hein, en tant que boulangère et en tant que personne, on le retrouve au travers de ses produits. Tout ça, ça lui correspond bien et ça lui va bien, quoi. Une boulangère hyper créative dans un écrin hors du temps. Notre jury est conquis. Comment la dernière boulangerie du jour compte-t-elle se démarquer? Réponse dans le très chic 8e arrondissement de Paris. Bienvenue en Corse. Je l'ai pas fait. Je l'avais pas compris. Bienvenue en Corse, dans la meilleure boulangerie de France. Le 8e arrondissement de Paris, l'un des quartiers les plus touristiques de la capitale. Son fleuron, la plus célèbre avenue du monde, les Champs-Élysées. 2 kilomètres reliant la place de la Concorde à l'Arc de Triomphe, véritable emblème national. L'imposant édifice, haut de 50 mètres, fut bâti à la demande de Napoléon Ier. À un jet de pierre de la place de l'Étoile, l'inspiration corse est encore à l'honneur avec cet autre monument à vocation gastronomique. Bonjour. Comment ça va? Ça va, comment allez-vous? Ça va et vous? 3 baguettes comme d'habitude. 3 baguettes. J'aime beaucoup cette boulangerie parce que c'est une des meilleures que j'ai pu trouver. Des spécialités de la maison, et c'est des spécialités corses. Que ce soit les fromages, que ce soit la charcuterie, que ce soit tout ce qu'ils font, c'est la qualité parfaite. Ça va en forme? Ça va et toi? Ça va, ça va. Tu me fais un maïs, mais oui, avec la viande du loumet. En fait, j'ai connu la boulangerie d'abord à Bastia, puisqu'elle est également à Bastia. Et il y a des fiadones, des mignacci, des beignets au broch que j'aime beaucoup et que je retrouve ici aussi.
grande façade, hein. Ouh là là. Attends, on va prendre un peu de recul quand même, parce que là... Produit du terroir, spécialité corse. Boulangerie corse, c'est la première fois que j'en vois une. Ouais. On va manger du pain au cochon. Il y a plein de places assises. Joli espace de restauration. Et là, on a la magnifique équipe. On va aller dire bonjour. Il y a du monde. Il y a du monde qui nous bonjour. attend. Bonjour. Enchanté, Jean-Marie. Bonjour. 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 Bonjour, Gontran, enchanté. Bonjour. 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 Ah, ouais, c'est meilleur ici. Là, en fait, quand on entre, il y a un grand espace de restauration, il y a des produits corses. Ça, c'est l'origine de ce petit bébé, là, j'imagine. Oui, c'est ça, exactement. Vous êtes venu vous installer ici, vous aviez déjà une affaire en Corse, peut-être? Oui. C'est ça, ouais. On a 2 boulangeries en Corse. Où ça? À Bastia. Alors, vous êtes installé... Voilà, alors, mon frère, ma sœur. D'accord. Voilà. Histoire de famille. Antonia, Dominique et Jean-Marie, les héritiers d'une longue dynastie de boulangers. La saga familiale démarre en 1928 avec leur arrière-grand-père, fondateur de la première boulangerie du clan à Bastia. C'était une petite boulangerie de quartier qu'avait monté notre arrière-grand-père. Et notre grand-père, avec un de ses frères et une sœur, a développé l'entreprise. Donc c'est devenu une entreprise assez importante en Corse. Après une brouille familiale, la boulangerie ferme ses portes. Un crève-cœur pour Jean-Marie et Dominique. Dès lors, ils n'ont qu'un seul objectif, rouvrir l'établissement. Après leur formation, ils rachètent la boulangerie et très vite le succès est au rendez-vous. Au point qu'en 2004, ils ouvrent un 2e établissement. Leur sœur Antonia les rejoint dans l'aventure. Nouveau succès. Leur secret, un esprit de famille à toute épreuve. Quand on s'entend bien, c'est beaucoup plus simple. Hein. On n'a pas peur d'en faire plus que l'autre. Au contraire, ça nous fait plaisir parce qu'on sait qu'on va soulager notre frère ou notre sœur. Donc je pense que c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus facile que travailler avec un associé lambda avec qui on sera peut-être plus en compétition. Boosté par le succès, le trio part à la conquête de la capitale. En 2007, ils ouvrent une 3e boulangerie au cœur du 8e arrondissement. Mais Paris n'est pas la Corse. Très vite, ils doivent repenser leur façon de travailler. Quand on a ouvert, on faisait les mêmes produits qu'en Corse, c'est-à-dire boulangerie, pâtisserie traditionnelle. C'est vrai qu'on n'avait pas la clientèle du matin pour les viennoiseries. On n'était pas habitué à cette activité-là. Et puis on s'est rendu compte que ça fonctionnait surtout entre midi et 2 heures, quoi. Donc on fait beaucoup maintenant, on fait beaucoup de sandwicheries, beaucoup de salades, quiches, tout ce qui est à emporter et sur place. Déterminé et volontaire, notre trio corse s'adapte à sa nouvelle clientèle, sans jamais trahir l'amour de son terroir. Ce qu'on essaye de faire, c'est toujours amener une petite touche corse à tout ce que nous faisons, aussi bien pour nos burgers que pour nos salades, nos sandwichs. C'est toujours préparé avec des produits corse, des produits terroirs. Donc l'idée de venir là, c'était de faire découvrir vos spécialités un peu aux Parisiens, quoi. Exactement. D'amener un peu de Corse à Paris. Un peu de soleil? Un peu de soleil, on essaye. C'est plus compliqué, c'est d'amener le soleil. Est-ce que vous utilisez dans tous les sandwichs une spécificité corse? Presque. On en a une grande partie avec des produits corses. Ça, c'est notre spécialité, avec le pain au figadil ou le brochou frais, l'huile d'olive corse. Moi, je le goûte très bien, moi, je sais pas. En plus, il est tellement bien présenté, il nous tend les bras, là. Oh, on est là. Non, on trouve pas? Moi, j'aime bien, moi. Accident de parcours dans Pékin Express. Le tournage de la 10e saison de Pékin Express qui a été interrompu. On est soupçonné d'espionnage, on est surveillé par des gens armés. Que s'est-il passé? Techniciens candidats ont été arrêtés par les autorités locales. La situation peut dégénérer pour un rien. C'était très lent. La situation ne s'était toujours pas améliorée. Forcément qu'on sort de la course. On sait que le Quai d'Orsay suit ça aussi d'assez près. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 jours, 3 jours, personne ne le sait. On ne pouvait plus là de rester. J'étais à saturation. Je voulais sortir. Révélation choc dans Pékin Express, ce soir à 20h50 sur M6. Faites le plein d'énergie en regardant Pékin Express avec les piles Energizer. Ensemble, cultivons un moment de plaisir en regardant la meilleure boulangerie de France avec les pains Jacquet. Ce programme est interactif. Lancez dès maintenant votre application Sisplay. Alors Kassem, on va faire notre fameux sandwich corse avec essentiellement des produits corses sur une base déjà de pain au figadil, avec évidemment du broch qu'on cuisine aussi bien salé que sucré, le prisout,
les champignons frais, les pignons, l'huile d'olive et la mâche. Pour son sandwich, Kassem le traiteur utilise un pain à base de farine de tradition aromatisée au figatello, une saucisse de porc corse, un filet d'huile d'olive et il dépose des pignons grillés avant d'étaler le fameux broccio. Donc le broccio, c'est un fromage corse, un fromage frais qui est fabriqué avec du petit lait. C'est un fromage de brebis, donc ça va donner un petit goût frais au sandwich. Kassem dépose maintenant les crudités, mâche, champignons et tomates cerises. Et le prissou tout en chiffonnade. Maintenant, on peut les refermer. Et voilà. Et ça peut partir à la vente. Je vais vous prendre un couteau quand même. Bien sûr. Un peu présomptueux. Voilà. Merci. Alors, Bruno, il y a un peu de fromage quand même. Voilà, moi je sais pas si on peut dire ça à un Corse, hein, mais moi j'aime pas le fromage. C'est dommage, tant pis pour vous. Bah tu vas te régaler mon bonbon. Eh bah ouais, là je pense. Ça va te faire plaisir là. Alors tu te régales bonbon là, hein? J'ai pas envie d'arrêter. En tout cas le pain est bien cuit, c'est bien croustillant. On voit bien la garniture, il y a de la couleur. C'est hyper bon. Le côté fumé, c'est... Ça, c'est le pain, en fait. C'est le figadé. Le figadé qui est incorporé à la pâte. C'est vraiment une belle réussite. C'est hyper bon. Merci pour vos compliments, ça nous fait très plaisir. Bah non, mais c'est vrai, quand c'est bien fait, on le dit. Donc... On te fera un petit sac, si tu veux, hein, pour le reste, tout à l'heure. Il y en a d'autres, hein. Tu te crois où quand t'arrives là? Bah, en Corse. Tu vois, le sandwich, c'est une boîte de Pandore, c'est-à-dire que tu commences à ouvrir le sandwich, pain qui est composé avec... Qui est préparé un peu déjà, il y a quelque chose dedans. La corse, la figadellou, qui donne un parfum fumé, qui est très intéressant et qui fait rebondir un petit peu la garniture. Sincèrement, c'est un coup de cœur ce sandwich. Et belle idée hein, de mettre en avant aussi comme ça toutes leurs spécialités, que ce soit sur la charcuterie, les fromages. Donc c'est plutôt chouette. Ouais. Un délicieux sandwich aux saveurs corse, c'est toute l'île de beauté qui illumine la fin de cette première épreuve. Après avoir découvert les univers de chacune de nos 3 boulangeries parisiennes, la seconde étape du concours va mettre en avant leurs spécialités maison et en dévoiler leur technicité. Marquer sa différence, démontrer son savoir-faire. Pour cette seconde épreuve, nos 3 boulangeries du jour vont devoir présenter le produit qui les représente le mieux. Une spécialité en forme de signature qui n'a qu'un seul objectif, scotcher notre jury. Le grand tour des spécialités commence dans le 14e arrondissement de Paris. Si le lion de Belfort vaille paisiblement sur la place d'Enfer-Rochereau, quelle gourmandise attend sagement d'être dévorée dans la boulangerie de Mélanie et Pierre? Le pain des justes. Là, bah, tout simplement. Voilà. Le pain des justes. Bah, moi, la spécialité, ça me parle pas trop. Hein. Bah, moi non plus. Bon, le pain, bon, déjà, on voit que c'est un pain. Et moi, je suis content de déguster une spécialité de pain. Bon, bah, écoute, moi, une tarte de découvrir. Et puis, sûrement, vu le nom, il y a sûrement une histoire. Alors, pour le pain des justes, on a besoin de 3 farines. Pierre pèse 1 kg de farine de blé, 1 kg de farine de châtaigne et 1 kg de farine d'orge. Donc dans la cuve, on a mis l'eau et la levure. On a préparé notre mélange de 3 farines avec le sel. Voilà. Par-dessus, on verse la pouliche. La pouliche est un mélange de farine, eau et levure. Elle aide à renforcer les arômes et la conservation du pain. Le tout par 10 minutes en pétrissage. Voilà le pain des justes en fin de pétrissage. Donc c'est un pain qui est très très mou, hein. Il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Le pain repose 2 heures. Il est divisé et mis en bannetière. Le but c'est de le travailler le minimum. Il faut absolument que ce pain-là ait le minimum de fois la main de l'homme qui intervienne dessus. Les pâtons reposent encore 3 quarts d'heure. On va juste mettre un tout petit coup de lame. C'est juste pour l'aider à développer, parce que comme il est très très hydraté, il a besoin qu'on lui donne un petit coup de main à se développer au four. La cuisson en 2 étapes. 275 degrés pendant 10 minutes, puis
3/4 d'heure à 180 degrés. Bon, le pain des Justes, quelle est son histoire? Pourquoi cette inspiration? Nous, en fait, on a voulu rappeler qu'à une certaine époque, à la sortie de la Révolution, il y avait les nobles, les riches, qui mangeaient du pain blanc, qui était fait vraiment avec le cœur de l'amande farineuse. Et à côté de ça, il y avait le peuple, les pauvres, qui mangeaient un pain qui était fait avec du son, de la farine, des écorces, de la châtaigne, tout ça. C'était pas juste pour tout le monde. Et donc, on a créé un pain où on a mélangé le bon et le moins bon, malgré tout sélectionné. On a du blé, évidemment, de l'orge, et on a de la châtaigne. 3 farines. Absolument. Bah écoutez, on va vous laisser le découper, comme ça on va le découvrir. On a vraiment un côté rond en termes de parfum, c'est vraiment... La couleur est belle aussi. On a une mie un peu grasse comme ça, donc c'est une mie qui va retenir l'eau, c'est un pain qui va bien se garder ça. Pas trop salé, hein? C'est pas trop salé, effectivement. Non, c'est pas trop salé, c'est bien. Hein. C'est très bon, merci. Bonne croûte, bien parfumé, bien sucré. Très intéressant. Le pain que nous présentent Mélanie et Pierre, je le trouve globalement assez juste. Tout à fait juste. Moi, je suis très agréablement surpris par la qualité gustative du pain. On a une croûte qui est caramélisée, donc bon, on a aussi une farine de châtaigne qui apporte quand même une coloration aussi quand même très marquée. Et aussi bien sur la mie que sur la croûte. On sent quand même que c'est une pâte dans laquelle il y a énormément d'eau, qui est très hydratée. C'est ce qui fait un peu aussi son côté rustique et son côté un petit peu... Côté pavé, là. Côté pavé, puis un peu bombé, comme ça. J'aurais bien aimé trouver peut-être de l'orge concassée. Un peu en céréales sous la forme du grain, quoi. Ouais, tu vois, pour apporter une texture, ça aurait été intéressant aussi. Un pain historique remis au goût du jour, notre jury plébiscite cette belle initiative à la fois salutaire et gourmande. Quelle surprise attend Bruno et Gontran dans notre 2e boulangerie? Réponse dans le 19e arrondissement de Paris. Si les buts de Chaumont font le succès du 19e arrondissement, quelle gourmandise fait office de best-seller dans la boulangerie de Véronique? Ce qui est très sympa, c'est le pain l'hibiscus. Sa petite amertume va bien avec les viandes grillées, le fromage, et comme on a un petit ingrédient secret qui n'augmente pas l'amertume, on peut aussi bien le déguster au petit déjeuner. On vous suit? On vous suit? Allez. Je connais l'hibiscus, mais jamais introduit dans du pain. Toujours en sirop, en infusion, tu vois. On te demande un peu dans une salade, en étant un peu moderne. Moi, j'ai hâte de voir, parce que dès l'instant que tu l'incorpores dans quelque chose, c'est un peu dénaturé. Donc moi, il me tarde de goûter ce pain-là. Et surtout de voir la mie. On va faire le pain à l'hibiscus aujourd'hui. Un pain aux fleurs, une création à l'image de Véronique. Première étape, mélanger farine et sel. Ça, c'est notre infusion de fleurs d'hibiscus qui va remplacer l'eau de coulage. Abdou, le boulanger de Véronique, ajoute un levain dur. Il verse l'infusion d'hibiscus. Il pétrit le tout et incorpore des fleurs d'hibiscus. La pâte repose 1h30. Elle est détaillée et façonnée. Véronique la dépose dans un bannetton. Elle repose encore 1h30. Donc il ne reste plus qu'à enfourner. Avant d'enfourner, on va mettre de l'eau dessus pour qu'il soit brillant à la sortie du four et faciliter la coupe. Dernière étape, la cuisson. 45 minutes à 270 degrés. C'est parfait, il m'a l'air vraiment bien cuit. Donc là, on a votre spécialité. C'est un pain, donc on le voit bien déjà, l'influence de l'hibiscus qui est rouge. Et là, un produit très rouge. Est-ce que vous faites infuser l'hibiscus? Oui, j'infuse. Et puis, je garde l'infusion pour le pétrissage. Ouais. Je garde les fleurs pour l'incorporation. D'accord. D'accord, très bien. Tout à fait. Je vous laisse couper, comme ça on va voir un petit peu le charme que ça peut avoir. J'entends. Ah, c'est très charmant, cette mie rose comme ça. Alors moi j'aime bien la texture de la fleur d'hibiscus parce que c'est croquant, c'est comme une algue un peu en texture, c'est assez intéressant. C'est vrai, ouais. J'aime bien. Ouais, il y a une note de fruits rouges, framboise, fraise, il y a quelque chose là.
Non, ça sent bon. Hein? Ah, c'est étonnant, hein. Ça reste assez subtil en termes de parfum d'hibiscus. Comment ça vous est venu cette idée de faire un pain avec des fleurs d'hibiscus? Alors en fait, comme en dehors d'être comment végétarienne, je mange plutôt macrobiotique. Alors macrobiotique, qu'est-ce que c'est exactement? C'est que nourriture crue. Voilà. D'accord. Et donc c'est vrai que y a des ingrédients qu'on utilise en cru qu'on cuit jamais, donc sur lesquels beaucoup de fleurs, entre autres, d'herbes aromatiques et tout ça, qui font que ça me donne des idées. Non, c'est vraiment chouette. Bravo. C'est une belle couleur. C'est le côté rose, c'est la femme en boulangerie. Ouais, exactement, je suis d'accord. C'est un pain féminin, je trouve. Oui, complètement. Je trouve que ça lui correspond bien. Elle a une manière de se nourrir qui est quand même particulière. Et ça, je trouve que, écoute, c'est une manière comme une autre hein, de s'inspirer et d'aller chercher comme ça des idées un petit peu particulières. J'avais peur que ce soit, tu sais, tout ce qui est fleurs. Hein, il faut faire attention. Moi, j'ai toujours peur que ça ait des goûts un peu. Mais là, pas du tout. C'est très doux. C'est bien mené. C'est une belle couleur. Et quand on croque dedans, on ressent un petit peu, quand tu tombes sur la fleur, on ressent ce côté un petit peu acidulé. Le pain à l'hibiscus de Véronique, un bouquet de saveurs enivrant pour notre jury. Nos frères corses vont devoir faire preuve de caractère pour tenir le rythme. Retour dans le 8e arrondissement de Paris. Si le luxe et les avenues chics sont l'apanage du 8e arrondissement, quelle spécialité fait le succès de Dominique et Jean-Marie? Notre plus grande spécialité, ça reste le fiadone. C'est une des spécialités les plus connues de Haute-Corse, je dirais, parce que c'est un peu moins connu en Corse du Sud. Avec du fromage. Avec du brochu. À base de C'est pas pareil. Pas confondre. Écoutez, ça me donne très envie de découvrir. Allez. Ça te parle un peu, toi, ou pas? Ouais, ça me parle bien. Ouais. J'entends encore le mot fromage. Ouais. La fiadone. J'imagine que c'est cuit, c'est dans un moule, enfin, tu vois, c'est un peu préparé, un peu élaboré. Bon, je vais m'y risquer. Je vais l'essayer. J'ai hâte de le déguster. Pour fabriquer un fiadone, il nous faut un brochu frais, du sucre, des œufs frais, les citrons du jardin. Et voilà. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais le résultat est bon. Jean-Marie mélange le brochu, un fromage de brebis corse, avec le sucre. Dominique râpe des zestes de citron. Voilà, là on va incorporer les zestes de citron du jardin et une pointe du jus de citron. C'est un gâteau que tout le monde fait en Corse, hein, en famille. Généralement, on fait ça dans toutes les familles. Puis bon, c'est vrai qu'on l'a toujours mangé. Dernier ingrédient, les œufs frais. Jean-Marie verse la pâte dans un moule. Il enfourne 45 minutes à 180 degrés. Bon, on va essayer de rester modeste. Bon, on n'arrivera jamais à faire aussi bien que la grand-mère. Mais c'est pas mal. Ça se rapproche. C'est pas mal. Donc là, c'est le fiadone. Est-ce que la forme carrée, c'est traditionnel? Non, on peut le faire de plusieurs formes, mais c'est vrai que c'est la plus courante. C'est un produit que vous avez l'habitude de déguster à un moment précis de l'année ou de la journée? Non. Non, c'est toute l'année? Toute l'année, bon, c'est un dessert. Hein. Ça se déguste en fin de repas. En fin de repas, voilà. D'accord. Au goûter. Au goûter aussi. On peut aussi au goûter, mais bon, plus en dessert. Plus en dessert, d'accord, très bien. Bah écoutez, je vais vous laisser le couper, puis on va... Ah oui. Hein, c'est l'instant maintenant. Ah oui. C'est le bon moment. J'adore le parfum que ça a. Ça a une odeur de produits laitiers, enfin de fromage très frais ou de lait, mais très acidulé. Bah moi je me dépêche parce que j'ai peur qu'il n'en reste pas. Je te connais toi. C'est fabuleux. Ah, c'est super bon. Ouais. C'est pas toi qui dis souvent c'est une tuerie, non? Ah, c'est une tuerie. Hein. Merci. Faisant de quelqu'un qui n'aime pas le fromage, ça me fait plaisir. Cette croûte là, comme ça dessus, le côté très humide,
C'est tombé à l'envers. Moi, ça fait plusieurs générations qu'on le fait. Hein. Ah, c'est une vieille recette? Ça fait 4 générations qu'on fait le fiadone. On peut dire que c'est doux, tendre et moelleux comme un Corse, non? Tout à fait. Vous n'avez pas hésité un peu, là? Bien le côté... Alors, le citron, c'est pour le côté caractère, non? T'es déjà allé en Corse, toi? Oui. Alors, moi, je suis pas allé, mais j'ai l'impression d'avoir voyagé un petit peu, là, tu vois? À la tranche, là, comme dans du beurre. Aucune résistance. Déjà, là, je me dis, ouh là 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 là, on va se lécher les valines. En bouche, c'est incroyable. Ah, ça envoie du bois. On retrouve, tu sais, cette texture, parce que cette texture a du brochu. On a vraiment le côté granuleux un petit peu, mais pas dans le sens péjoratif du terme. Hein, c'est vraiment hyper agréable. C'est presque réconfortant. Le fiadone de Jean-Marie et Dominique, le pain à l'hibiscus de Véronique ou le pain des justes de Mélanie et Pierre, de véritables découvertes pour notre jury. À nos boulangers maintenant d'être surpris avec la 3e et dernière épreuve du concours. Pour cette dernière épreuve de la journée, notre jury va confronter nos 3 boulangeries du jour à une même recette traditionnelle régionale. En testant leur connaissance des produits et leur maîtrise technique, Bruno et Gontran vont affiner leur jugement. Au terme de cette épreuve, le tour d'horizon de chaque établissement sera complet. Notre jury pourra en sélectionner un pour la finale régionale de vendredi. Et le défi du jour est... On va vous demander de réaliser une tarte bourdaloue. Parfait. Ça vous parle? Ça nous parle. C'est comme une spécialité. Dans la vitrine. Ça vous parle? Pas du tout. On va vous laisser chercher si vous ne connaissez pas. Respectez bien la recette traditionnelle. On ne mettra pas de brouche. Voilà. Pas de brouche. Ok. Bon, si c'est ça, ça va. La tarte bourdaloue, un classique créé au 19e siècle. Elle doit son nom à un pâtissier dont l'établissement était situé rue Bourdaloue dans le 9e arrondissement de Paris. Ce dessert, tel qu'on le connaissait autrefois, était un entremets chaud garni de frangipane et de poires, saupoudré de brisures de macarons écrasés, puis glacé au four. Aujourd'hui, les amandes grillées ont remplacé les brisures de macarons. Est-ce que t'en fais, toi, chez toi, de la tarte bourdaloue? Oui, j'en fais. C'est vrai que c'est un grand classique dans notre métier. Et, moi, j'aime bien quand c'est un peu bien cuit, quoi, tu vois. Parce que la pâte sucrée, quand c'est pas cuit, c'est pas bon, quoi. Maintenant, est-ce qu'on poche les poires ou les crues? Moi, j'aime bien quand elles sont un peu pochées quand même, parce que tu peux lui conférer des arômes un peu différents. Et... La poire, moi, j'aime bien retrouver un légèrement croquant, pour que ça fasse pas de la compote ou de la confiture. Ah non, non, c'est sûr. J'ai hâte de découvrir ce que vont nous faire nos amis et collègues boulangers et une tarte de déguster. Une fois le défi terminé, nos boulangers se rendront au château de Saint-Germain-les-Corbeilles, dans l'Essonne. C'est dans cette riche demeure bourgeoise du 19e siècle que Bruno et Gontran se prêteront à la dégustation des réalisations de chacun. Seule une boulangerie en sortira vainqueur, gagnant ainsi sa place pour la finale régionale de vendredi. Chaque boulangerie se lance dans la réalisation de sa tarte bourdaloue. Dans le 14e arrondissement, la recette n'a aucun secret. Une tarte bourdaloue. Truc simple, ça, c'est bien. Ça va? On va essayer? Ouais. Ah, on va essayer. À l'inverse, dans le 19e, Véronique s'assure de quelques détails auprès de son ancien professeur de pâtisserie. J'ai juste un doute sur la framboise ou pas. La recette bourdaloue, je crois que c'est c'est de la crème d'amande avec des poires et avec un petit fond de confiture de framboise. Ça marche. Merci pour tout. À très bientôt. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Après vérification, dans le 8e arrondissement, nos Corses sont rassurés. C'est bon, je l'ai. Il y en a une en vitrine. On l'a en vitrine, Eric. Hein? Ouais, c'est le nom qui me disait rien. Le nom est inconnu, pas la recette. Allez, on réunit les ingrédients et on attaque. Hein. Eric, c'est bon? C'est bon. Je vous rejoins. Nos boulangers parisiens s'attellent désormais à la première étape, le façonnage de la pâte sablée. Dans le 8e arrondissement, nos boulangers corses font dans la boutade locale. On prend le calibre. Ça, j'ai pas fait exprès. Dans le 19e, Véronique démontre tout son sens de l'organisation. Je vais prendre ma pâte sucrée, je vais la détailler et foncer mes tartes le temps que les garçons font la crème d'amande. La crème d'amande, un mélange poudre d'amande, sucre, œufs, farine, vanille et rhum, mélangé dans un beurre pommade. Un détail très important chez nos Corses du 8e arrondissement. Pas hésiter à tourner. Il faut mélanger jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Voilà, très lisse. Surtout qu'il n'y ait pas de grumeaux dans le beurre, parce qu'à la cuisson, le beurre
va se liquidifier et on va avoir les tartes qui vont dégueuler. Ça nous fait des bras. Dans le 14e, Renaud, le boulanger de Pierre, n'a visiblement pas intégré les vertus du beurre pommade. T'as ramolli ton beurre, non? Il y a longtemps que t'as pas fait une crème d'amande, toi. Bah, je suis boulanger. Pour la garniture, chacun y va de son petit secret pour faire la différence. On va rajouter la crème pâtissière. C'est ce qui va donner cette souplesse à la crème d'amande. Si vous ne mettez pas ça dedans... La crème d'amande terminée, nos boulangers passent à la préparation des poires. Et là encore, chacun sa vision des choses. Dans le 19e, Véronique fait dans la poire en conserve. Un choix curieux pour notre accro du bio. Ouvrez la boîte, vous les goûtez, et 2 petits couteaux d'office. Dans le 14e arrondissement, c'est poire fraîche et huile de coude. Ça va, regarde. Je fais l'apprenti. T'as vu? J'épluche des poires. Quand j'étais apprenti, j'en épluchais 3 caisses par jour. J'en avais des ampoules aux doigts, à force d'en éplucher. Source de souvenirs pour Pierre, la corvée de pluche est sujette à raillerie chez nos Corses du 8e arrondissement. Emma, je sais que tu n'aimes pas te salir, mais il faut aller un peu plus vite. Hein. Ça va, j'arrive. Dans le 14e, pour relever le goût de ses poires, Pierre les poche au sirop de vanille. On met sans blague. On les connaît, c'est une bastos, quoi. Dans le 8e, comme dans le 14e, nos boulangers appliquent leur crème d'amande directement sur les fonds de tarte. Dans le 19e, Véronique fait selon une autre recette qu'elle pense être la bonne. Je vais mettre un fond de framboise pépin en fine couche pour pas que ce soit trop sucré. Reste à disposer les poires. Chez Véronique, dans le 19e arrondissement, comme chez Dominique et Jean-Marie, nos frères corses du 8e, on pose des quartiers tranchés finement en forme d'étoile. Moi, je serais partisan de mettre même une au milieu. Non. Non? Non. La crème d'amande. Ouais. Pierre, dans le 14e, opte pour une incorporation plus rustique du fruit. La poire est posée de manière aléatoire en gros quartiers. Mais il a assez, là. C'est vous le patron? Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous chargerez plus, vous? Moi, je chargerai pas plus que ça. Hein. Dernière étape, la cuisson. Et là encore, chacun sa version. Donc 45 minutes au four, on y va. 170. Et on va laisser ça une bonne demi-heure pour commencer. C'est parti. Nos boulangers mettent la touche finale à leur tarte bourdaloue. Un petit coup de blush pour que ça brille et que ce soit joli. La petite touche finale. Un très bon rendu. Bon, ça va leur plaire? Ouais. Ah oui. Ah oui. Allez, on y va. Le défi est terminé. Nos 3 boulangers sont sereins. La tarte bourdaloue, presque un jeu d'enfant pour ces professionnels aguerris. Ils peuvent maintenant se rendre au château de Saint-Germain-les-Corbeilles, dans l'Essonne, pour la dégustation de cette dernière épreuve. Ensemble, cultivons un moment de plaisir en regardant la meilleure boulangerie de France avec les pains Jacquet. Nos 3 boulangeries de Paris vont se retrouver face à face pour la première fois et se soumettre au jugement final de Bruno et Gontran. La première boulangerie à faire son entrée est celle de Véronique du 19e arrondissement, accompagnée de Scander, son apprenti, et de Valérie, sa vendeuse, pour représenter l'équipe. On attend leurs résultats, tout simplement. On est là pour le concours, donc... Un petit peu de stress, mais rien de méchant. La boulangerie de Mélanie et Pierre du 14e arrondissement est la 2e à s'installer. Ils ont choisi de venir en famille. On se sent évidemment un petit peu stressé et puis surtout impatient. Et on est fiers du travail de l'équipe dans l'ensemble. Dernière boulangerie à prendre place, celle de Dominique et Jean-Marie, nos Corses du 8e arrondissement, accompagnés d'Éric, leur boulanger. On pense que c'est assez conforme à ce qu'on nous a demandé. Voilà, maintenant, ça va dépendre aussi de nos concurrents. Bruno et Gontran vont maintenant attaquer la dégustation de cette dernière épreuve. Après leur verdict, une seule boulangerie aura la chance d'accéder à la finale régionale de vendredi. Le jury sera intransigeant sur le respect de la recette traditionnelle, la qualité de la crème d'amande et des poires et la cuisson de la pâte. Et la dégustation commence avec la boulangerie de Véronique. Si notre boulangère aime exprimer sa sensibilité dans des produits originaux comme son pain à l'hibiscus, peut-elle se dépasser avec une recette des plus classiques? Alors Véronique, comment ça s'est passé? Plutôt bien. On est satisfait
du résultat. C'était quelque chose que vous faisiez déjà, peut-être, Oui, on la le bourdaloue faisait déjà, la boulangerie, tout à fait. Très bien, bah écoutez, bravo, merci. Merci beaucoup. À vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Deuxième boulangerie à affronter notre jury, celle de Mélanie et Pierre. Avec leur pain des justes, ils ont démontré leur attachement aux recettes anciennes. Un plus pour remporter cette épreuve? Alors comment ça s'est passé là? Un produit que vous connaissiez? C'est un produit qu'on connaît, effectivement. Vous la faites déjà? Oui. Le plus difficile pour vous pour réaliser une bourdaloue, qu'est-ce que c'est? C'est la bonne cuisson des poires. Qu'elle continue à se tenir sans faire de la compote, quoi. Liquide. C'est pas mal, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je l'arrête parce que après il continue, il n'arrête plus. Merci. La boulangerie de Dominique et Jean-Marie est la dernière à passer l'épreuve de la dégustation. Leur maîtrise des produits corses, une évidence à l'image de leur succulent fiadone. Mais qu'en sera-t-il d'une tarte typiquement parisienne? Bon alors messieurs, comment ça s'est passé pour vous? C'est Eric qui a confectionné la... Donc Eric est votre chef pâtissier, oui, c'est ça. Est-ce que c'est une recette que vous faites chez vous peut-être? Oui. Ouais. On ne savait pas que ça s'appelait bourdaloue, mais ouais, on la faisait. C'est une belle part. On est généreux en Corse. C'est un beau bébé. On a vu que vous aviez beaucoup de fourchettes, on a dit. Ouais, vous avez remarqué. Ok. Merci messieurs. Merci à vous. La dégustation terminée, notre jury se retire pour choisir lequel de ces 3 établissements mérite sa place en finale vendredi. Chaque boulangerie sera jugée sur chacune des épreuves de cette journée. La visite, la spécialité et le défi du jury. Je pense que là, les 3 tartes bourdaloue sont quand même super bonnes. Bah, globalement, un défi réussi, quoi. Certaines qui sont présentées de façon très classique. La poire demi, émincée, rangée. Maintenant, une nous est présentée de façon assez rustique. Oui, ça fait un peu tarte grand-mère. Voilà, c'est un peu tarte grand-mère. Alors, moi, c'est vrai que pour le coup, je suis un peu surpris parce que c'est pas ce que je m'attends à découvrir quand je demande une tarte bourdaloue. Bon, à voir. J'ai appelé mon professeur qui a 89 ans de pâtisserie. Il m'a dit, je pense que tu peux en mettre. C'est complètement différent des autres. On a mis de la confiture, alors à savoir si c'est la bonne ou pas, on verra bien. Là, c'est vraiment l'inconnu. Il y a du niveau, hein, faut l'avouer. Mais je pense qu'on a fait du bon boulot quand même. Moi, la boulangerie de Véronique, écoute, bon, elle est quand même très atypique parce qu'elle est très ancienne. Tout est classé. Et puis c'est vrai que l'utilisation du four à bois, tout quasiment, hein, mis à part quelques viennoiseries, tout passe par son four à bois. Mais voilà, moi, ce que je retiens, c'est vraiment l'état d'esprit de Véronique, sa philosophie dans le travail et le rapport qu'elle a avec la nature, tu vois. Ouais, et puis elle en parle très bien. Au travers de la création de son pain à l'hibiscus, en fait, c'est parce qu'elle aime les fleurs. Elle l'utilise d'ailleurs dans son alimentation, les fleurs crues. Je trouve qu'on retrouve, au travers de ses produits et de sa boulangerie, son caractère. Alors après, ce qu'on goûte, c'est vrai que sa tarte bourdaloue, je la trouve appétissante parce qu'elle est jolie. Moi, ce qui me gêne un peu, et ça je le vois dès que tu le coupes, c'est la framboise pépin dans le fond. Bah, moi, je te rejoins. Encore une fois, c'est bon. Oui, c'est très bon. On avait bien précisé de ne pas personnaliser le produit. Bon, on verra. Moi, je suis très satisfaite de l'aventure qu'on est en train de vivre. Donc, adviendra ce qui adviendra, mais on est content là, plus que là. Alors la boulangerie de Mélanie et Pierre, c'est un peu une boulangerie un peu atypique parce qu'on a une petite façade bleue. L'espace est un peu partagé entre de la brocante et de la boulangerie. C'est très bois, c'est très brocante. Je trouve ça assez rigolo dans ce petit magasin. Ça fait un petit peu petit précieux comme ça avec le four qu'on devine sur l'arrière parce qu'on voit aussi la cuisson. Je trouve que Pierre nous montre qu'il c'est un chercheur un peu parce que son fameux pain de seigle feuilleté, c'est technique.
En revanche, quand tu croques dedans, purée, le parfum, le bouquet de parfum là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a, je sais pas, une garniture dedans. Très rustique. Voilà, c'est un goût qui est très très particulier. On découvre un pain de seigle feuilleté très rustique hein, dans son côté esthétique et je découvre aussi cette fameuse tarte bourdaloue assez rustique. Moi je me dis, est-ce que c'est vraiment des poires qu'il a mis ou il y a des pommes? Alors à la coupe, ça se passe bien. Ça se danse pas mal, ouais. Les poires, alors je sais pas si c'est des si petits morceaux que ça, tu vois. Non, c'est des morceaux effilés comme ça de poire et c'est assez agréable finalement. Est-ce que l'influence de son magasin rustique ou de son arrière-grand-mère a joué sur le côté rustique de sa tarte? Je sais pas. La tarte bourdaloue, on la faisait en boutique, mais on savait pas que ça s'appelait comme ça. Bourdaloue, ouais. Le bourdaloue n'est pas arrivé jusqu'à Corse. Non, maintenant... Elle s'arrêtait à la mer. Ouais. Tout le monde le saura. Alors la boulangerie de Dominique et Jean-Marie, c'est étonnant de trouver une boulangerie corse à Paris. On voyage un peu quoi. On voyage un peu et puis ils ont une boutique qu'ils ont aménagée un petit peu à leur goût parce que ils ont pris quand même un espace qui était très grand. C'est vrai qu'il y a énormément de places assises parce que c'est un endroit où on peut aussi se poser et puis déguster. Et là pour le coup déguster des spécialités corses. Moi j'ai découvert le fiadon. Voilà, ce gâteau un peu au fromage carré là. Moi je trouvais ça extraordinaire. C'était vraiment très très bon. On nous ont fait voyager. Et c'était très agréable. Ouais. Qu'est-ce que tu penses gustativement de la tarte bourdaloue que nous présentent nos amis corses? Elle est généreuse, on a des bords très hauts. C'est presque à vouloir déborder un peu, tu vois. C'est joli, tu vois, j'aime bien la crème d'amande qui tente de s'échapper comme ça, de se faire la malle. Bah écoute, waouh, si c'est aussi bon que beau, ça va envoyer du lourd. Et c'est vrai qu'il n'y a plus assez de mâche en fait sur la poire. Elles sont bien pochées, hein, mais peut-être un peu trop. Et moi j'ai le sentiment qu'il y a un petit peu trop de crème pâtissière et l'amande est un peu effacée comme ça. C'est le moment pour le jury d'annoncer son verdict. Laquelle de ces 3 boulangeries représentera l'Île-de-France lors de la finale régionale de vendredi? Celle de Véronique du 19e arrondissement? La boulangerie de Mélanie et Pierre dans le 14e? Ou encore celle de Dominique et Jean-Marie dans le 8e arrondissement? La boulangerie qui continue avec nous est celle de